Alors, salut à tous, ici Jonathan de Mode Affaires. Avant de vous laisser écouter cet épisode, je voulais simplement prendre un peu de votre temps pour vous parler de cette petite série. Alors, en créant ce projet, l'équipe et moi, nous avions en tête de créer une plateforme de discussion sur la mode et son industrie, mais nous voulions aussi l'utiliser pour souligner des projets qui nous tiennent à cœur et des ambitions locales. Alors, cette vision est à la source du podcast et cette série de 2 petits épisodes la met en valeur. Alors, aujourd'hui, vous allez découvrir 2 jeunes entrepreneurs très engagés, motivés et à apporter un changement dans l'industrie de la mode québécoise. Et sur ce, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Le podcast Mode et Affaires est rendu possible grâce à la collaboration du Fonds d'aider et HEC Durable. Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Mode Affaires. Alors aujourd'hui, je reçois Annie-Jeanne Savaria. Allô. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va hyper bien. Je suis très content de te rencontrer aujourd'hui, aussi d'avoir cette émission avec toi. Une chose avant de commencer, je voulais simplement te féliciter pour ce que tu as fait. Non, mais franchement, pendant ces derniers temps, pour préparer aujourd'hui, j'ai appris à découvrir ta marque, à voir un peu ce que tu as fait, puis regarder tes produits. C'est vraiment des produits très travaillés, très pensés, très réfléchis, vraiment très beaux. Alors, félicitations pour ce que tu as créé. C'est vraiment très, très nice. Avant de commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux prendre le temps juste de te présenter ce que tu fais, qui est Annie-Jeanne et qu'est-ce qui est Eco-Etika? Ben oui. Premièrement, si tu veux que je parle juste de moi en général, mis à part le fait que j'ai la compagnie, je suis étudiante à temps partiel à l'université. Je travaille aussi comme salariée à temps plein, puis je suis comédienne. Ah, d'accord. OK. Ouais, j'ai bien des affaires. Un beau petit CV. Ouais, fait que ça, c'est moi. La compagnie, ça fait pas longtemps qu'elle a démarré. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans et demi. D'accord. Donc, c'est quand même encore considéré comme une start-up. Mm-hmm. Mais ouais, j'essaie d'apprendre un peu sur le tas, comme on dit. Ouais. Là, parce que j'ai pas d'expérience Ouais. en management d'entreprise en tant que tel, tu sais. J'ai étudié là-dedans. Au cégep, j'ai étudié en gestion de commerce. Fait que ça m'a aidé un peu, mais tu sais, ils nous apprennent pas comment gérer sa propre entreprise. C'est ça. La réalité est très différente de la théorie, right? Ben oui. Ça n'a même pas de sens. Mais alors, moi, j'aime toujours commencer les entrevues avec à peu près la même question parce que je pense que ça donne toujours des fun anecdotes puis toujours quelque chose qui montre le spectrum de ce qui est le domaine de la mode. Alors toi, d'où vient ton intérêt pour la mode? Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'était toujours avec les sacs? Est-ce que tu as toujours aimé la mode? Écoute, je vais diviser ma réponse en 2. Vas-y, let's go. Première partie, moi, j'ai 2 grandes sœurs. OK. Il y en a une qui a étudié en mode. Puis, on dirait que quand on est jeune, soit tu vas être comme tes parents, soit tu vas être comme ton frère ou ta sœur. Ouais. Moi, je voulais être comme ma sœur. Puis, je la voyais tout le temps travailler ses croquis. Puis, elle dessine tellement bien. Puis, je suis allée à un moment donné, elle a étudié au cégep de Marie-Victorin. Puis, je suis allée dans un de ses cours à un moment donné. Puis, j'avais adoré ça. Là. Je trouvais ça tellement le fun qu'elle crée, dans le fond, qu'est-ce qu'elle faisait à la maison. Fait que ça vient de là, ma curiosité pour la mode. Puis, j'ai regardé un peu votre podcast. Puis, j'en ai regardé un, puis je vais dire la même réponse. Puis, elle a dit la même réponse, que c'est tellement cliché comme réponse, mais écoutez, le film, Le Diable s'habille en Prada. Un classique. On dirait que pour beaucoup, c'est comme un déclic. C'est pas tant... c'est l'aspect mode, oui, que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, mais c'est vraiment comme le travail que Meryl Streep a fait. Je me suis dit, à un moment donné, c'est ça que je vais faire. C'est ça, ouais. Je vais être directrice artistique dans un magazine de mode. Puis comme... Mais la mode, à la base, même si c'était pas de ma sœur ou du film, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Ouais, OK. Fait que... Ça, c'était genre un chemin qui était un peu tracé, quelque chose que tu as toujours été intéressé. C'est vraiment cool à attendre. Ouais. Puis,
un petit retour sur le Diable Savait en Prada. Franchement, je pense que pour plusieurs personnes dans le domaine de la mode, ce film a été assez instrumental. C'est fou. C'est vraiment drôle de voir à quel point que quand tu le mentionnes dans le domaine, t'as genre 40 têtes qui se tournent qui disent ouais, ça c'est le film qui a tout commencé. Ouais, mais je sais pas pourquoi ces films-là, je veux dire, c'est pas le seul film de mode qu'il y a, mais c'est toujours à lui qu'on fait référence. Mais c'est tellement bon. Mais alors, quand est-ce que tu as commencé, genre, d'où est venue cette idée de dire, bon, je veux créer ma marque? Est-ce que tu viens de mentionner un peu, genre, ta volonté de vouloir être directrice artistique dans un magazine et tout. Comment est-ce que, peut-être, ça s'est transformé en création de mode, genre, le design en tant que tel? C'est parti vraiment de nulle part. Ah, OK. C'est très random. J'étais dans mon cours au cégep. J'étais dans un cours de management. Puis c'était en même temps là, qu'il y avait comme la marche de l'environnement à Montréal, là, la grosse marche avec Greta. Puis on était comme là-dedans. Puis là, vraiment par rapport, là, je me suis dit, hey, me semble que ça serait le fun partir sa compagnie. Sur un coup de tête comme ça? Sur un coup de tête, par rapport. Puis j'ai commencé mes recherches en classe. Ne faites jamais ça. Écoutez en classe quand on vous enseigne. Mais j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à faire mes recherches. Puis ça a commencé de même. Juste vraiment coup de tête. Hey, ça serait le fun d'avoir sa propre compagnie. Pourquoi pas? Et tu es allé, t'as foncé. Puis je l'ai fait. Ah, mais d'où est venu ce courage? Est-ce que c'était vraiment genre sur le coup, tu t'es dit genre, bon ben j'ai cette idée, je pense qu'elle est très bonne, ça peut marcher, let's go? Ou c'est vraiment quelque chose que tu as réfléchi avant? Est-ce que tu as eu du doute ou tout ça? C'était juste... Ben, au début, je me suis dit, je vais me lancer parce qu'à la base, là, Ecoetica, c'était pas pour des accessoires de mode. Okay. Moi, ce que je voulais faire, c'était, tu sais, là, les hardcovers pour les Apple. Ah oui. Dans le fond, les laptops. Je me suis dit, OK, c'est le fun comme pour les Apple, mais mettons, j'ai un HP, là, genre ça n'existe pas. C'est ça. Puis je me suis dit, ça serait le fun d'en faire, puis qu'il soit biodégradable ou soit fait en plastique recyclé. Puis j'avais fait vraiment beaucoup de recherches là-dessus, puis je voulais absolument que ma production soit faite au Québec. OK. Puis j'ai comme pas réussi à trouver les entreprises que j'appelais, les fournisseurs, ils disaient, ben on peut pas le faire. Tu sais, on est comme pas rendu là. Fait que finalement, j'ai abandonné. Puis ça l'a tourné en sac à main. Mais je me suis vraiment lancée. J'ai dit, au pire, ça foirera. Ah! Non, mais c'est hyper intéressant d'avoir cette perspective-là parce qu'on vit vraiment dans une société où les entrepreneurs sont très prisés, ils sont très appréciés. Tu vois, Elon Musk, aujourd'hui, c'est une célébrité. Tu as des gens qui... Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, c'est genre les entrepreneurs, c'est un peu devenu un peu une force motrice économique et sociale de notre société actuelle. Puis, juste de voir que t'avais déjà cette vision, ben, l'échec, ça fait partie de la game. Puis au pire, ça foirera. C'est vraiment très cool de voir ça, surtout d'une jeune entrepreneur. Souvent, ce qu'on voit, on voit comme obstacle très genre général dans l'entrepreneuriat, c'est la peur de l'échec, mais de voir que tu en as pas vraiment. Mais je me suis dit, je vais en profiter. Tu sais, je suis jeune, je suis encore chez mes parents. Au pire, ça va foirer, je vais avoir perdu comme de l'argent, mais je vais avoir essayé. Tu sais, ça m'aurait fait plus peur si j'avais eu, mettons, 40 ans, ma maison, ma famille. Parce que là, je comprends tellement les entrepreneurs qui ont... Ben, tu sais, ça fait vraiment peur là, de se lancer quand t'es tout établi puis que t'as tes enfants à nourrir. Ben, t'as tout à perdre, quasiment. Exactement. Ouais. Puis je me suis dit, tu sais, vaut mieux le faire maintenant que ça plante, que le faire à 40 ans que ça plante, mais que, tu sais, on dirait que la valeur de l'argent, elle vaut comme pas la même chose ben oui, bien sûr. Quand t'as 20 ans que quand t'en as 40. Carrément. Tellement. T'as pas à me le dire, mais franchement, c'est vraiment une très belle perspective à avoir parce que je pense aussi que c'est quelque chose que nos auditeurs aussi, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat dans le domaine, devraient partager. Genre, ils devraient partager cette vision de voir que c'est sûr que l'argent, c'est aussi très important quand tu te lances en entrepreneuriat, mais l'expérience aussi que tu peux en retirer en tant que jeune entrepreneur, elle vaut des millions et c'est ça qui pourrait te permettre de t'amener vers une corporative à multimillions puis arriver au niveau des géants dont on parle. Mais en venant déjà avec ta sœur qui travaillait dans le domaine de la mode et tout, comment est-ce que tes proches ils ont réagi à ce lancement?
Écoute. Il était pas fâché, mais il était pas super content non plus. Eux aussi étaient un peu comme, ben ouais, vas-y, ça peut être cool, mais tu sais, ça pourrait vraiment foirer. Ah, OK. Toujours un peu ce reality check de la part des parents. Mais je sais pas si c'est parce que mon entourage est vraiment pas mon public cible, que, tu sais, on est vraiment pas là-dedans, qui se sont dit, ouais, tu sais, tu te lances dans du haut de gamme, je suis comme pas trop sûre, ça peut-tu marcher? On dirait qu'il y avait comme cette réticence-là, mais, tu sais, personne m'a vraiment découragée. C'est sûr que ma mère, elle m'a posé des questions. T'es-tu vraiment sûre que tu veux faire ça? T'es-tu vraiment sûre que c'est ça le produit que tu veux faire? Ben là, est-ce que la qualité, ça va au-delà de tes attentes? Est-ce que, tu sais... Mais généralement, c'était correct. C'était pas wow, c'était pas... C'était accepté plus qu'autre chose. OK. C'était accepté, exactement. Puis, est-ce que, de la part de ta sœur, est-ce que tu as eu comme plus d'encouragement de ce côté-là ou c'était aussi un peu une petite, plus de questionnement que de « let's go, Annie, vas-y ». Non, ben c'était pas la même réaction avec ma sœur. Okay. Ma sœur, elle m'a vraiment comme encouragée, puis on étudiait un peu comme dans la même branche. Ma sœur, elle a commencé en mode, puis elle est en train de se perfectionner comme en management. Moi, j'ai comme fait le contraire. Fait qu'elle me dit souvent qu'elle est fière de moi, puis ça me touche beaucoup parce qu'on n'habite plus ensemble, parce qu'elle est rendue à l'autre bout du monde. Là. Puis non, je suis vraiment contente, puis je l'appelle souvent, puis vu qu'elle a étudié en design de mode, je l'appelle, puis je dis « Hey, ça, tu sais, ça fait-tu du sens pour ce design-là? » Puis ouais, non, c'était pas la même... D'accord, c'était vraiment genre plus un encouragement, plus un aller. Mais tu parles de tes études. Est-ce que un peu... Tu as commencé tes études en management plus avec cette vision-là, je veux aller en management, puis après, ça s'est étendu dans la mode, puis ça a touché un peu plus à cette passion-là, ou c'était plus comme je vais en management avec possibilité de pouvoir faire ça plus tard? En fait, je me suis lancée en gestion au cégep sans vouloir avoir ma propre entreprise, tu sais. Okay. Parce que je me suis toujours dit, c'est bien trop de job. Ben, c'est ça. C'est bien trop de job. Carrément. Fait que je me suis lancée là-dedans dans l'optique justement d'être directrice artistique ou en marketing, que là, je suis là-dedans en ce moment. Mais non, c'est ça. Je voulais pas avoir ma propre entreprise quand je me suis lancée dans mes études. Mais c'est rare, c'est aussi rare parce que nous, venant d'HEC, tu vois, dès que tu rentres à l'école, genre ta première année, tu vois déjà des gens qui te parlent de vouloir sortir leur propre boîte, ouvrir tout ça. Ils ont pris le chemin de la gestion justement pour ça. De voir que des fois aussi, ça tombe juste sur tes mains comme ça et que ça devient quelque chose qui peut être très intéressant, c'est toujours nice aussi. C'est intéressant de voir cette perspective. Mais en te lançant, est-ce que tu disais que c'était plus... pas 100% sur un coup de tête, mais c'était aussi genre une petite impulsion que tu as eue. Mais est-ce qu'il y avait vraiment une difficulté que tu as rencontrée dans ton lancement qui t'a marqué et qui t'a permis d'apprendre sur le tas, comme tu dis? Genre quelque chose qui était vraiment genre un obstacle que tu as dû surmonter à tes débuts? C'était vraiment trouver les bons fournisseurs. Vu que, tu sais, au début, comme je t'ai dit, je me suis vraiment plantée parce que je pense que j'ai perdu un mois. J'ai fait un mois de recherche pour mes hardcovers, que finalement, ça marchait pas. Puis là, après ça, faut comme un peu se retourner sur un design puis dire, OK, là, ça marche pas, je fais quoi? Est-ce que j'abandonne complètement l'idée puis je fais pas ma compagnie? Ou comme je continue dans cette même lancée-là avec les mêmes valeurs puis je fais juste trouver comme un tout autre produit. Mais tu sais, même là, tout faire à Montréal. De un, pour faire des sacs, tu sais, je peux pas juste aller voir une couturière puis lui dire, tu peux-tu faire ça? D'accord. Parce que c'est pas la même expertise. Puis il y en a vraiment pas beaucoup. Fait que juste trouver la personne que j'ai en ce moment, ça m'a demandé vraiment beaucoup d'heures de recherche. Puis pendant ce temps-là, je me disais, écoute, Anne-Jeanne, juste comme arrête puis continue tes études. Tu travailles dans une entreprise comme tout le monde, là. Ouais, comme monsieur, madame, tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais après ça, tu sais, j'avais toujours cette petite arrière-pensée de, non, tu sais,
tu vas y arriver. Ça serait nice là, de sortir ce que tu as de ta tête. Fait qu'il y a cette difficulté-là, je me souviens au début, là, écoute, le nombre de fois que j'ai pensé à pas faire l'entreprise, beaucoup de fois. Ah, oui. Ouais. Ben, je pense que ça fait partie de ce qu'est l'entrepreneuriat, mais c'est tellement cool de voir la persévérance qui a permis de créer quelque chose du genre. Mais est-ce que la difficulté de pouvoir produire les sacs que tu voulais, est-ce que c'était ça qui t'a plus, qui a plus, comment dire, qui a plus fuel ton insouciance, ou c'était plus juste le fait d'avoir toute une entreprise à gérer toute seule dès le début? Comme, est-ce que c'était plus trouver, what I'm looking for, ou plus c'est juste l'entreprise en tant que telle qui est une difficulté en général? Non, c'était vraiment trouver les fournisseurs. OK. C'était vraiment ça, mais tu sais, au bout du compte, là, je l'ai trouvé. Mais on dirait que trouver un fournisseur, ça se mélange toujours avec l'argent. Parce que produire à Montréal... C'est cher. Ça coûte la peau des fesses, là. Ouais. Fait que, tu sais, t'essaies tout le temps de trouver un fournisseur, puis là, OK, fait que là, tu me charges combien? OK, t'essaies d'en trouver un autre, tu me charges combien? Mais il n'y en a pas des tonnes et des tonnes, là. Tu sais, on m'a souvent dit, ben là, Anne-Jeanne, ça te coûterait tellement moins cher, là, de faire ça en Chine. Ouais. Oui, mais on dirait que c'est pas ça que je veux offrir, tu sais, je veux tellement prôner l'achat local, que tout est fait au Québec, que j'avais pas envie... Oui, j'aurais pu t'offrir la même affaire. Le même produit à moindre coût, tu sais. Mais moi, ça me tentait pas, puis ça a fait partie des grosses difficultés que j'ai rencontrées puis que je rencontre encore. Mais on dirait que je suis tellement fière quand ça sort, ben oui, que je me dis, c'est pas grave. Mais en vrai, pourquoi autant d'importance? Pourquoi tu mets l'emphase sur le fait que ce soit produit ici à Montréal? Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que comme tu dis, ça serait beaucoup moins cher, beaucoup plus, il y a beaucoup plus de fournisseurs aussi peut-être en Chine que tu pourrais trouver qui pourraient faire tes produits et tout. Mais pourquoi est-ce que le faire localement est si important pour toi? On dirait que dans le domaine de la mode, avec l'arrivée du fast fashion, on dirait qu'on perd comme l'essence de qu'est-ce qu'on achète. On perd la valeur. Je suis tout à fait d'accord, ouais. Tu sais, avec le fast fashion, toutes les nouvelles tendances qui arrivent, je veux dire, oui, tu vas avoir ton morceau de linge à 5 $. Ça va être le fun parce qu'il t'aura pas coûté cher. C'est ça. Mais t'as-tu pensé à la personne qui l'a fait? Puis, je veux dire, je suis pas parfaite, là. Tout ce que j'achète n'est pas l'achat local. Mais je me force. C'est un effort, ouais, carrément. Mais on dirait que c'est ça que je voulais essayer de contrer. Puis aussi, ben c'est ça. Ouais, la valeur c'est du vraiment produit. La valeur des produits. Je suis tout à fait d'accord. En vrai, ce que je trouve très dommage avec le fast fashion, puis comment est-ce que la mode, elle a évolué dans ces dernières années, c'est vraiment que on est plus sur un mode consommation qu'appréciation. Ouais. Tu vois, à la base, moi, la manière dont je définis la mode, c'est vraiment une forme d'art. C'est comme le cinéma, la musique, c'est comme la danse. Pour moi, c'est vraiment une forme d'art, une forme d'expression qui permet à la fois aux créateurs de s'exprimer, mais aussi à ceux qui le portent de s'exprimer, tu vois. Et avec du fast fashion, tu accumules des morceaux qui sont vraiment peut-être à la mode et tout, mais il n'y a plus cette valeur, tu vois, ça perd la valeur. Puis, je sais pas, peut-être qu'en produisant ici à Montréal, tu as ce savoir-faire qui est purement montréalais, ce design qui est purement d'ici, puis ça sort d'ici pour les gens d'ici. C'est sûr que ça, encore une fois, il n'y a pas seulement une valeur monétaire, mais aussi une valeur, une véritable valeur à la pièce que tu achètes. Et est-ce que c'est pour ça aussi que, en parlant de valeur, est-ce que c'est pour ça aussi que tu as mis l'emphase sur le slow fashion, sur l'approvisionnement durable, puis... ben oui. Ouais. C'est directement pour ça que mes valeurs, dans le fond, c'est directement les valeurs du slow fashion, tu sais.
C'est ça. Ouais. Puis, on parle souvent du slow fashion dans les dernières années. Je suis sûr que certains de nos auditeurs en est très conscients. Mais comment est-ce que toi, tu définis le slow fashion? Genre, pour toi, c'est quoi? Je sais que tu définis Eco-Etika comme du slow fashion en petite quantité, Ouais. d'après ton site Internet. Mais comment est-ce que tu le définis, toi, le slow fashion? C'est quoi exactement pour toi? Ben, moi, le slow fashion, dans ma tête, c'est directement l'inverse que le fast fashion. C'est directement l'inverse. C'est pas de la surproduction. Ça mise vraiment sur l'éthique de travail des travailleurs. Okay. Ben, dans ma tête, là. Sur la qualité. Je pense que c'est les trois piliers du slow fashion. Là. Ben, si tu veux bien, j'aimerais bien essayer d'un peu les décortiquer parce que c'est la première fois que on en parle souvent, mais l'éthique de travail, souvent, quand je pose cette question, les gens me répondent directement, genre, c'est la qualité. La qualité du produit est différente. Mais on parle pas souvent de l'éthique de travail comme, qu'est-ce que tu veux dire exactement pour ça? Comme, pourquoi est-ce que le slow fashion, c'est quoi la différence entre l'éthique de travail dans le slow fashion puis le fast fashion pour toi? Ben, nécessairement, dans ma tête, le slow fashion va être beaucoup plus... va tenir compte de l'environnement des travailleurs et de l'environnement en général. D'accord. Je pense pas que l'éthique de travail veut nécessairement dire qualité. OK. Parce que tu peux avoir des vêtements qui sont de qualité, mais que les travailleurs, écoute, ils sont dans des usines qui vont tomber, tu sais. Je me suis un peu perdue dans mes pensées. Ta question, c'était? T'inquiète, il n'y a pas de souci. Franchement, je voulais juste savoir si, quand tu parles de l'éthique de travail, genre la grande différence, ben, indirectement, tu l'as déjà répondu à ma question, mais la différence entre le slow fashion puis le fast fashion, pour toi, genre, pourquoi est-ce que c'est important que l'éthique de travail soit respectée dans le slow fashion? Puis qu'est-ce qui est différent du fast fashion? Ben, c'est ça. C'est que souvent, dans le fast fashion, on va retrouver... Ça va beaucoup être en Asie. D'accord. Des usines, justement, comme je te disais, qui sont après s'écrouler. Des travailleurs qui travaillent des heures pas possibles. Je sais pas. Moi, j'ai déjà vu un documentaire. Ça se peut que tu l'aies déjà vu ou que tu en aies déjà entendu parler, mais comme tu vois des usines de textiles. Puis, les employés sont comme logés au-dessus ou dans des buildings à côté. Puis il y a des grillages. Ouais. C'est fou. Non, mais c'est carrément fou. Ça me rappelle, genre, je me rappelle de ce documentaire en tant que tel, mais aussi celui où il y avait un effondrement au Bangladesh d'une usine de production. Je pense que c'était pour H&M. Aussi, ouais, je pense que c'est le même documentaire. Film, hein? Mais c'est fou à quel point maintenant la mode c'est devenu une industrie, ben, dans ce niveau-là, c'est vraiment devenu une industrie qui est axée sur le profit et plus qu'autre chose. Genre même la qualité du vêtement, du produit en tant que tel, du morceau n'est plus privilégiée là. Ben on parle vraiment de comme aller en chaîne, il y a des nouvelles tendances qui sortent, on doit essayer les meet-up. Puis franchement, c'est très comme... De un, j'apprécie vraiment que tu essaies de contrer ça avec ta stratégie d'entreprise, mais aussi, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte en Occident, parce qu'on fait juste... on rentre dans un Zara, on rentre dans un H&M, puis on prend c'est tellement beau. C'est ça. T'sais. Mais on dirait, même là, je comprends comme... On dirait des fois, les consommateurs, là, ben, tu sais, je m'inclus là-dedans, puis... Je comprends pas, tu sais, tu vas rentrer chez H&M, tu vas acheter un T-shirt, il est tellement beau, il est juste 5 $, parfait. Je vais rentrer chez Zara, il est tellement beau, mais il sera pas 5 $. Là. Ça coûte ça coûte cher là, chez Zara. Mais je veux dire, au final, c'est fait en même place. Right. Il y a aussi le niveau de la marque, bien sûr. Zara est un gros nom qui est un peu vraiment genre celui qui a commencé dans un peu ramener le prêt-à-porter puis le rendre accessible à tout le monde. Mais tu vois, ça reste quand même la même, comme tu le dis. C'est une production. Ça reste du fast fashion, puis surproduction, puis les grosses usines au Bangladesh avec des grillages auto. Je veux dire, c'est la même affaire, là. Ouais. Mais pour revenir sur Eco-Etika, toi, en fait, quand tu dis que c'est fabriqué ici, à Montréal, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que tu as un atelier? Tu travailles avec des sous-traitants spéciaux ou comment est-ce que ça se produit à ce niveau-là? Ben, dans le fond, le début du processus pour la création d'un produit,
c'est chez moi que je le fais, là, pour OK. tous les croquis et tout. Puis, dans le fond, moi, je fais affaire avec une sous-traitante qui faisait de la maroquinerie avant. OK. Que c'est elle, dans le fond, qui va faire mes échantillons, ma production, dans le fond, mon développement de produits aussi. D'accord. OK. Puis, c'est ça, on travaille conjointement ensemble pour que ça fonctionne. Ah, est-ce que à ce niveau-là aussi, ta sœur a un petit input dedans dans la création des designs? Comment ça marche? Comment tu trouves tes idées? Comment tu trouves les produits? J'ai essayé d'intégrer ma sœur, mais quand je faisais les designs, j'ai donné à ma sous-traitante, puis elle me disait non, ça marche pas, tu sais. OK. Parce que ma sœur, elle a étudié en vêtements. D'accord. Puis faire des vêtements puis faire des accessoires, c'est pas la même technique. OK. Fait que je vais impliquer ma sœur pour lui demander si c'est beau, Bien sûr. mais pas dans la création parce que ça fonctionne pas. D'accord. Ah, je savais même pas qu'il y avait une différence si flagrante qui faisait en sorte que wow, ah, tu m'apprends quelque chose de nouveau. C'est ça qui rend la recherche de fournisseurs encore plus difficile aussi. C'est que tu peux pas prendre n'importe quel atelier qui fait des vêtements. OK. Ah, c'est très intéressant, mais en vrai, je voulais aussi prendre le temps de parler aussi sur les matériaux que tu utilises. Parce que c'est bien de parler de l'éthique de travail dans le slow fashion et tout, mais il y a aussi cette question de matériel. Tu disais justement que la marche sur le climat avait joué un petit rôle de fil directeur dans ton lancement et tout. Et on parle de l'écologie, du recyclage des matériaux et tout. Toi, dans tes produits, tu utilises genre le liège, c'est ça? Ouais. Mm-hmm. Dans le fond, le liège, ben, on le fait pas ici. Là. Okay. Fait que moi, je le fais importer du Portugal parce que c'est eux qui ont les plus grosses forêts de chêne de liège. Là. OK. Fait que ouais, je le fais importer d'ici, de là-bas, je veux dire. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser ce matériau-là? Mm-hmm. C'est que je me suis dit, OK, là, je suis une nouvelle entreprise qui rentre sur le marché. C'est quoi qui va me différencier, tu sais? Oui, OK, tout va être fait ici, mais véritablement, qu'est-ce que je pourrais faire ou que je pourrais prendre pour vraiment que tu vas à l'entreprise et tu fais OK, ça, c'est pas pareil, mettons, comme ma tenante. D'accord. Fait que c'est pour ça mon choix de matériaux, c'est pour ça que j'ai pris le liège puis que je voulais pas prendre du vinyle, dans le fond. Okay. C'est ça qu'eux, ils prennent. Que oui, c'est pas comme le cuir, mais du vinyle, c'est du pétrole. Ouais. OK. Comme de A à Z. Mm-hmm. Fait que j'ai décidé d'aller vers une matière plus éco-responsable qui était en soi, je veux dire, c'est un arbre. Là. Ouais. Fait que c'est nécessairement plus éco-responsable. Puis sinon, je sais qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont en train de développer, comme le cuir d'ananas. Il y a aussi de pommes. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas encore assez commercialisé, qui est encore plus éco-responsable, je pense, mais qui est pas encore assez commercialisé pour que ça soit comme une option pour moi puis qui soit comme à un prix raisonnable. OK. Fait que je trouvais que le liège, c'était vraiment comme un entre-deux qui... Ah, c'est hyper intéressant de voir ça parce qu'on parle souvent des substituts. Quand on parle de l'environnement, puis d'emballage, de production, on parle souvent de qu'est-ce qui pourrait substituer tel matériau qui serait aussi, genre, accessible, autant en termes de prix. Quand même, c'est souvent plus cher que le matériau de base. Ouais. Mais bien sûr qu'il y a une petite marge qui nous permet de toujours continuer à produire en grande quantité, etc., etc. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point comme il y a ce juste milieu, puis que le thought process qui a été mis dedans pour essayer de trouver justement ce produit-là. Puis, est-ce que le liège, c'est un matériel qui est facile à jouer avec, ou c'est compliqué à fabriquer des produits avec, ou... Ben, c'est sûr que c'est vraiment un matériau qui est vraiment facile. Là. Moi, ça l'arrive en rouleau. OK. Puis, dans le fond, elle, tout à l'heure faire, c'est découper, coudre, coller des fois là, pour certains morceaux. Mais c'est vraiment flexible. C'est pas rigide du tout. C'est théoriquement pas censé se casser, là, mais ça reste un arbre. Fait que ça reste une matière qui est friable, tu sais. OK. Fait que ouais. Mais en soi, est-ce qu'il y a des avantages que le liège a sur le vinyle, par exemple, ou encore le cuir, qui fait en sorte que ça serait vraiment une matière première à privilégier
dans le futur du domaine de la mode, genre si jamais il y a d'autres marques qui essayent de chercher une autre avenue, est-ce que ça reste quelque chose qui a des avantages comparé aux autres matériaux qu'on pourrait utiliser pour faire des sacs? En fait, je trouve que vu que c'est pas 100% du pétrole comme le vinyle, je trouve que juste de cette différence-là, le liège est à privilégier. D'accord. On dirait côté peut-être qualité. Moi, le liège, je sais qu'il s'apparente beaucoup au cuir. D'accord. Par contre, qu'est-ce qui est cool, c'est que, mettons, quand tu égratignes un cuir, tu vas toujours avoir comme la ligne qui reste, mais le liège, ça fait pas ça. Ah, OK. Ça s'égratigne pas. T'as pas besoin non plus de le traiter pour qu'il soit imperméable. C'est imperméable de base. Ah, de base, OK. Génial. C'est aussi résistant au feu, si jamais il y a quelque chose, là. Tu brûles ton porte-monnaie ou ton sac. Mais tu sais, je trouve pas que le cuir, c'est nécessairement tout mauvais, tu sais. Moi, je voulais pas utiliser du cuir parce qu'il y a tellement de... Mais en fait, ça, c'est comme dans n'importe quelle matière, tu sais. Il y a tellement de downside. Ouais. Mais j'aurais pu prendre un cuir avec un tannage végétal. D'accord. Puis là, les gens auraient peut-être plus accepté mes produits en tant que tels parce que c'est du cuir. Mais je voulais comme y aller avec une différence, mais tout aussi... Une petite différence qui est vraiment comme... qui vient de la nature. Là. OK. Et c'est justement... Est-ce que c'est le fait que c'est un arbre, que ça rend ça justement durable? Est-ce que le liège, c'est recyclable? Est-ce que c'est biodégradable? Qu'est-ce qui rend le liège plus durable que d'autres sources de matériaux? C'est sûr que le liège, oui, il va être biodégradable, mais il faudrait qu'il soit comme vraiment juste l'écorce. Okay. Moi, il est padé pour lui ajouter de l'épaisseur. OK. Mais oui, en tant que tel, le liège, c'est biodégradable. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'un chêne de liège, ça se régénère tout seul. Ah, OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais dans le fond, pour arriver à mon textile, mettons, ils vont... c'est couper l'écorce de l'arbre. OK. Puis, tu sais, il faut faire attention parce que tu as comme des couches qu'il faut que tu enlèves, puis il y a des couches qu'il ne faut pas t'enlèves, là. Mais, fait qu'eux, ils vont comme le stripper, je sais pas comment dire ça en français. Le stripper de son écorce. De son écorce, puis ça se régénère au bout de 10 ans. Ah, OK. Puis ça vit comme 200 ans, là, un chêne de liège. Alors, l'arbre, il est pas coupé au complet, c'est vraiment Non, c'est vraiment juste l'écorce que tu enlèves alentour. Ah, OK. Ouais. Wow, moi je pensais que l'arbre était vraiment coupé puis procédé. Ah, c'est vraiment ça le rend encore plus durable, ça, c'est insane, ça. Wow, c'est vraiment comme déjà de un, je me demande un peu pourquoi est-ce que d'autres marques n'ont pas adopté cette optique-là, parce que hey, je savais même pas que c'était comme ça que le liège était harvest, comme on dirait en anglais. Ouais. Mais c'est hyper intéressant. Je voulais aussi prendre le temps aussi de passer, comme on est un peu dans le processus du l'approvisionnement de la matière première, de passer à travers le processus de création d'un sac. Comment est-ce que tu pars du croquis au produit final ou au prototype? Alors, est-ce que genre, tu fais les dessins, tu envoies, puis il se charge de ça, ton sous-traitant se charge de ça complètement, ou est-ce que tu as toujours une main dans la production? Est-ce que tu es présent quand ils sont créés? Comment ça marche? C'est sûr que moi, vu que j'ai aucune base en mode, je veux dire, technique, j'ai aucune idée comment bien dessiner un croquis, puis faire mes patrons, ça, j'ai aucune idée comment faire. Fait que ça, c'est elle qui le fait. D'accord. Moi, mettons, je vais faire un dessin de ce que je pense, de ce que j'aimerais... de ce que j'aimerais voir à quoi qu'il ressemble. OK, ta vision, genre. Ouais, OK. Mais comme c'est un beau dessin d'un enfant de 5 ans. OK. Puis là, après ça, elle me dit tout le temps, tu sais, mets la dimension. Fait que là, c'est ça que je mets. Après ça, tu sais, tous les détails... C'est moi aussi qui va les mettre, c'est qu'est-ce que je veux dans mon sac. Après ça, elle va le prendre, elle va faire OK. Là, elle va faire le patron. Ensuite de ça, elle va toujours me faire mon premier échantillon vraiment qui va refléter ce que j'ai dessiné. Puis après ça, je veux dire, en fait, 100% du temps, il va y avoir des modifications à faire. OK. Fait que là, après ça, là, elle fait les modifications. Là,
quand c'est fait, quand c'est tout approuvé, que je trouve ça beau, ben là, on part en production. D'accord. Puis les modifications, ils sont faites après ton inspection, right? So, tu regardes le produit puis tu dis, OK, peut-être que là, on pourra faire telle chose, ou est-ce que c'est des modifications genre purement de couture, qu'elle voit un petit défaut puis elle se dit, OK, on doit juste ajuster ça, etc. Non, c'est vraiment... En fait, c'est par rapport à tout. OK. Mettons, mon sac, si je veux que la ganse, je la trouve trop haute, je veux qu'elle la descende, mettons, d'un demi-pouce en bas. Sinon, la poche en arrière, je veux-tu qu'elle soit avec un zip finalement, ou je veux-tu qu'elle soit comme ouverte au complet. C'est vraiment par rapport à tout. D'accord. Et c'est quand même intéressant, tu dis que t'as peut-être pas d'expérience en couture et tout, mais c'est cool que t'as quand même la vision de ce que tu veux, du résultat final, et t'es capable de le communiquer avec quelqu'un qui a les habiletés de le créer. C'est hyper cool à voir. Puis tes produits, genre, tu crées des sacs. Mais quel autre... c'est très broad comme description de ce que vous offrez à Ecoetica. Alors, quel autre produit quel sac précisément vous créez ou que vous produisez ou vous vendez? Dans le fond, en ce moment, on a un sac fourre-tout, basic. On a aussi un sac à dos qui est convertible. D'accord. Fait qu'avec tes 2 ganses, tu peux le mettre soit en sac à dos, soit à bandoulière ou à l'épaule. OK. Sinon, on a un sac à main bandoulière aussi, basic, que tu peux aussi transformer pour le mettre à l'épaule. J'ai fait aussi des pochettes maquillage ou à voyage, mettons si c'est pour un homme. Ah, nice. Là, avec mes retailles des grosses productions de sacs, je fais des porte-clés. Ah, cool. Puis des porte-cartes. Genre des porte-monnaies? Pas des porte-monnaies, des porte-cartes. OK. Ouais. OK, je vois la différence. Puis j'ai aussi une section bijoux. Et est-ce qu'un jour, on pourra voir un retour vers le hardcover? Est-ce que c'est une question de technologie, comme que tu peux pas le faire? OK. On n'est juste pas rendu là encore. On n'est pas rendu là. Peut-être aussi que c'est moi qui n'ai pas fait mes recherches assez développées parce que je sais pas si tu le sais, mais je suis toute seule dans l'entreprise, au grand complet, à part ma sous-traitante. J'ai pas comme une grosse équipe de recherche derrière moi qui m'aide ou qui me donne plus de pistes pour dire tu devrais chercher à tels endroits. Parce qu'on dirait que pour réutiliser du plastique pour faire un vêtement, ça, il y en a plein. Ouais. Mais réutiliser du plastique, mettons une bouteille, les déchiqueter, les faire fondre, faire un moule. Là, après ça, est-ce qu'on fait un moule ou est-ce qu'on le fait au laser ou est-ce qu'on le fait à impression 3D? J'ai essayé de faire un case de sel à impression 3D. Je veux dire, non. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Là, ça se décollait tout. D'accord. Puis après ça, si on fait de l'impression 3D, ben là, je veux pas que ça soit un simple filament, tu sais. Je veux qu'il soit résistant, recyclé. Tu sais, tout ça. Fait que... OK, il y a juste beaucoup plus... c'est fou. Il y a beaucoup de facteurs qui fait que on dirait que dans ma tête, vu qu'ils sont pas tous cochés, j'aimerais mieux comme attendre. Mais tu sais, c'est encore dans l'univers, on va-tu à un moment donné développer cette technologie-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va-tu être dans 5 ans? Ça va-tu être dans 30 ans? On sait pas encore. Mais c'est cool de voir à quel point... je découvre ça live en ce moment, comme à quel point il y a tellement de contraintes à prendre en compte juste pour créer un hardcover. Comme, pour moi, c'est tellement banal comme produit, mais il y a beaucoup de réflexion qui est derrière tout ça. Mais est-ce qu'il est possible aussi de créer ces hardcovers? Je suis sûr que si on peut pas le faire live maintenant avec du plastique recyclé, est-ce que le liège, ça pourrait être une avenue? Ou qu'est-ce que tu en penses? Pour garder la vision de Ecoetica. Je pense que je pourrais pas faire de hardcover parce que le liège est trop trop flexible, trop mou. OK. Je pourrais faire une pochette pour le rentrer, of course. Mais hardcover, je pense pas. Faudrait comme... Je sais pas s'il faudrait que je mette de la résine dessus pour qu'il devienne rigide. Mais tu sais, la résine, c'est tellement chimique. Là. Ouais. Ça casse un peu la vision de l'entreprise et mais tout. Écoute, ça serait à tester. Ben oui, tellement.
Mais c'est cool parce qu'à partir de ce matériel, ben, ça, je pense que c'est utiliser aussi. Juste à partir de ça, pour que la multitude de choses qu'on peut créer avec, et en gardant ça éco-responsable et tout, c'est vraiment cool à voir. C'est pour ça aussi que j'ai tant aimé tes produits quand j'ai premièrement regardé à travers le catalogue d'Ecoetica. C'est que juste ce qu'on a vu avec le cuir est réplicable avec d'autres matériels et c'est ce que vous présentez dans votre entreprise. Je voulais revenir sur un point que tu as soulevé, le fait d'être seul dans ton entreprise. Seul. Ouais. Mais comment ça a été de partir du management et tout? Maintenant, tu te retrouves à gérer le marketing, à gérer l'approvisionnement, à gérer la gestion des opérations, la finance. Comment c'est comme tu as plusieurs chapeaux à enfiler? C'est pas tant cool. Je peux imaginer, oui. Ben, c'est que, on dirait, j'ai tellement un horaire chargé si on enlève mon entreprise que j'ai conscience que je donne peut-être pas toutes les chances de réussir. D'accord. Je sais que le meilleur, ça serait de faire, tu sais, un bon plan d'affaires, d'aller chercher du financement, puis d'engager des gens pour m'aider, tu sais. C'est sûr que ça roulerait plus vite. Ouais. Mais on dirait que présentement, je suis comme pas rendue là tout à fait. Donc, tu sais, c'est dur, j'y arrive, mais plus lentement. C'est ça, ouais. Mais j'adore, juste pour revenir sur le point que j'avais soulevé au début, c'est vraiment ça, ce que c'est l'entrepreneuriat de ma définition personnelle, de voir justement cette croissance, de partir peut-être d'un petit projet que tu nourris à fur et à mesure et dès qu'il grandit, il y a plus de choses qu'on peut y rajouter et tout, mais comme c'est vraiment cool de te voir apprendre en même temps que de l'action, comme tu es dans les feux de l'action, puis tu es capable d'apprendre. Mais écoute, Annie-Jeanne, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment cool d'en apprendre plus sur la manière dont tu produis tes produits, puis comment est-ce que tu es arrivé là où tu en es. Je te souhaite encore beaucoup, beaucoup de succès parce que, comme je te dis, c'est vraiment un concept que je trouve épatant de voir à quel point on peut produire. Qu'il y a des avenues qu'on peut prendre pour prendre soin de notre planète, prendre soin de nous-mêmes, puis de continuer à consommer. Alors, merci d'être passé, puis merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Merci beaucoup. Ben voilà.